Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Quand on pense apprentissage de l'histoire, on imagine souvent une pile de manuels scolaires. Lui a choisi YouTube. Entre anecdotes surprenantes, humour et pédagogie, Rivenzi a trouvé une manière bien à lui de transmettre le savoir. Son portrait à découvrir dans un instant. Et puis en milieu d'émission, Jeanne Dreyfus nous partagera l'une de ses nombreuses idées derrière la tech. Bonjour Jeanne. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez ? Je vais vous parler de haute couture dont le design est assisté par intelligence artificielle et les résultats sont ébouriffants, on va le voir tout à l'heure. Puis pour notre sujet du jour, on parlera de santé avec un sujet encore entouré de silence, d'inconfort, parfois même de honte. Et pourtant, il concerne plus d'un élève sur deux. Ce sont les règles. Au programme de notre discussion, on parlera éducation menstruelle, égalité et déconstruction des tabous pour faire rimer santé et pédagogie. Et ça sera avec Séverine Krieger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Playover, une initiative qu'on va découvrir dans un instant, mais d'abord place au focus. Avec autant d'humour que de sérieux, il représente une nouvelle génération de vulgarisateurs historiques. Sur Twitch et sur YouTube, ce jeune breton partage sa passion au plus grand nombre à travers des documentaires captivants. Du haut de ses 29 ans, c'est Rivenzi qui nous emmène sur les pas de ceux qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Il est notre influenceur du jour par Dylan Coller. Dans l'univers foisonnant de la vulgarisation historique, Rivenzi a son mot à dire. Ce breton de 29 ans s'est donné pour mission de partager l'histoire avec un grand H, captivant des milliers de spectateurs sur Twitch et YouTube. De son vrai nom Théo Runbo, il fait de sa passion un véritable métier. Armé d'un humour bien trempé et d'une rigueur d'historien, il plonge son audience dans les méandres du passé. Son terrain de jeu favori ? Les jeux vidéo historiques qu'il utilise comme port d'entrée vers des récits captivants. Depuis plus d'un an, une grande partie de son travail est consacrée à la réalisation de documentaires historiques, accompagnés du regard expert de spécialistes universitaires. Un parcours admirable pour le jeune étudiant en histoire et histoire de l'art qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me suis levé tôt, très tôt, pour aller sur l'un des lieux historiques les plus connus au monde, pour suivre le destin de ceux qui se sont échoués ici. Bienvenue en Normandie. Ici, il y a 79 ans jour pour jour, 34 000 soldats américains débarquèrent à partir de 6h30 du matin et donnèrent le coup d'envoi du débarquement amphibie le plus ambitieux de l'histoire. Répartis sur 5 plages entre la Manche et le Calvados. 5 plages, dont une restera tristement célèbre. Sur Twitch, Rivenzi rassemble une communauté fidèle, avide de connaissances et de divertissement. Mais c'est sur YouTube qu'il fait vraiment exploser les compteurs. Son documentaire sur la bataille de la Somme a d'ailleurs conquis des centaines de milliers de spectateurs en seulement quelques heures. Qui aurait cru qu'un jeune breton passerait de guide touristique à la Pointe du Raz à guide historique sur le web? Certainement pas Rivenzi lui-même. Ce dernier avoue même avoir découvert Twitch presque par hasard. Aujourd'hui, il jongle entre ses streams, ses vidéos YouTube et même quelques apparitions télé. Mais bien qu'il excelle dans la vulgarisation historique, il ne s'y cantonne pas pour autant. Jeux vidéo, cuisine, sport, son contenu est aussi varié que passionnant. Rivenzi incarne ces passeurs d'histoire nouvelle génération, parvenant à combiner avec brio la rigueur académique et les différents codes du web. Alors, si vous êtes prêt à remonter le temps pour en apprendre toujours plus sur les mystères de notre passé, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. C'est un sujet qui touche toutes les femmes dont nous parlons aujourd'hui dans l'École du Futur, mais un sujet dont on parle encore trop peu. Les règles, un véritable enjeu de santé publique. Et pourtant, à l'école et ailleurs, le sujet reste encore souvent entouré de gênes, de non-dits, voire d'erreurs. Alors comment changer les choses? Faut-il enseigner la santé menstruelle dès le plus jeune âge? Et surtout, comment rendre tout cela plus concret? On en parle tout de suite avec mon invité dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Séverine Krieger, vous êtes cofondatrice de Playover et vous êtes aussi éducatrice menstruelle. Alors on va commencer avec la question à 100 000 €. Selon vous, en 2025, est-ce qu'on peut encore dire que les règles sont un sujet tabou en France ?
Je pense qu'on peut encore dire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de progrès et beaucoup d'informations qui sont transmises. Pas toujours des informations qui sont fiables. C'est tout le problème parce que les jeunes et les moins jeunes vont chercher de l'information où ils en trouvent. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des sources qui sont plus ou moins fiables. Donc en effet, il y a moins de tabous, mais il y a encore des informations qui sont loin d'être fiables et qui sont accessibles. Alors on parle surtout d'un manque d'informations avant tout sur le corps féminin, avant même de parler des règles. Alors à quoi ressemble concrètement cette méconnaissance? Quelle forme elle prend et à quel niveau? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est par exemple savoir représenter une vulve. On a mis du temps à savoir le faire. Alors ça fait partie bien évidemment des enjeux essentiels pour comprendre après comment fonctionnent les menstruations. En effet, c'est important de mettre des mots sur les choses pour pouvoir mieux en parler et pouvoir exprimer son ressenti à l'intérieur de son corps. En effet, si on a une douleur ou une gêne à un certain endroit de son corps, par exemple à la vulve ou dans le vagin ou au niveau de l'utérus, ça ne va pas être situé au même endroit. Et mettre des mots et des sensations dans son corps, c'est hyper important pour pouvoir donner de l'information et ses ressentis. Alors si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, je le disais en introduction d'émission, c'est parce que vous êtes éducatrice menstruelle. Alors quel est exactement votre rôle au quotidien ? Alors l'idée de l'éducation menstruelle, c'est de transmettre de l'information pour libérer la parole sur le sujet du cycle menstruel et des règles. Alors ça se fait dans quel contexte? Vous intervenez par exemple dans les écoles ou peut-être, je ne sais pas, auprès des médecins, auprès des professionnels de santé? À qui vous vous adressez et où est-ce que vous le faites? Alors j'interviens dans les établissements scolaires, dans les centres sociaux, dans tous les endroits qui accueillent des jeunes filles et des jeunes femmes pour pouvoir leur transmettre de l'information sous différents formats, des ateliers, de la sensibilisation, des escape games même pour pouvoir leur donner de l'information par le jeu, parce que par le jeu, on libère la parole beaucoup plus facilement. Ça ressemble à quoi un escape game sur l'éducation menstruelle? Alors un escape game sur le cycle menstruel, ça va être aborder différents outils. Quelle est la quantité de sang que je perds? Quelle est la différente... voilà, une représentation de l'utérus avec une carte pour aller chercher des informations dessus et aller explorer justement le vagin, la vulve, etc. Pour pouvoir vraiment libérer la parole par le jeu. Parce que quand on se met dans le jeu, et on n'est plus dans le tabou, dans la gêne, et donc ça permet de libérer la parole beaucoup plus facilement. Alors, soyons honnêtes, à l'école, ces sujets, on n'en parle quasiment pas. Il y a bien quelques notions, bien évidemment, dans les cours de SVT ou parfois lors d'interventions ponctuelles en santé publique. Mais on est loin d'une vraie éducation à ce qu'est le cycle menstruel. Alors, premièrement, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on en parle assez? Est-ce qu'il y a eu une évolution sur le sujet ou est-ce qu'on est encore clairement en retard? Alors, on a encore tout à construire. Il y a des choses qui sont déjà faites. Avec les programmes EVAR et VARS, on met ce sujet dans les classes et les enseignants peuvent s'en saisir. Donc, c'est du progrès indéniable. Il y a toujours à faire et à progresser. Mais voilà, on est sur une... Je suis confiante là-dessus et je pense que plus on va outiller les gens avec des outils dont ils peuvent se saisir, plus on va pouvoir... leur donner l'opportunité d'en parler de manière moins gênante et plus appropriée. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'école est le lieu pour apprendre tout ça? Moi, je suis convaincue que l'école, c'est le lieu pour en parler, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le monde y a accès. Et c'est un cadre sécurisé dans lequel les élèves peuvent aborder ces sujets, poser des questions. Et tout le monde a accès à la même information. Donc, dans le cadre familial et culturel, des fois, on n'a pas accès à la même information. Il y a des croyances qui sont encore présentes, comme les règles, c'est sale, ou je ne peux pas me baigner quand j'ai mes règles, les douleurs, les règles, ça fait mal, etc. Donc, ça permet d'avoir accès à la même information pour tous. Et ça, le fait d'en parler à l'école, finalement, est-ce qu'on s'adresse qu'aux jeunes filles ou quand on fait de l'éducation menstruelle, on parle aussi aux garçons? Non, on est d'accord que c'est très important d'en parler à tous. Les garçons, c'est important qu'ils sachent comment ça se passe dans le corps des filles. Ça peut être aussi un allié pour les jeunes filles et pour les femmes. Comprendre comment ça se passe dans le corps de l'autre, c'est aussi pouvoir l'accompagner, l'aider. Une jeune fille qui a une tache de sang sur son pantalon, c'est bien aussi qu'elle ait un copain, une copine qui viennent l'aider et lui dire je suis solidaire, allez, je te donne mon pull, ou je vais te chercher une protection périodique à l'infirmerie. Voilà. Donc, c'est important que tout le monde puisse se saisir du sujet. Alors, vous êtes là donc à la fois en tant qu'éducatrice menstruelle, mais vous êtes aussi là pour nous présenter
Playover, qui finalement est un peu dans la continuité de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Playover? Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors Playover, c'est la conception d'outils ludiques, pédagogiques et innovants sur le cycle menstruel, pour qu'on puisse mettre du fun, des outils qui soient adaptés, des outils qui soient vérifiés avec des informations fiables et du coup donner un kit d'outils. C'est un kit d'outils en fait qu'on peut mettre entre les mains de tous les professionnels qui accompagnent et qui accompagnent les élèves et les jeunes pour qu'ils puissent avoir des outils ludiques et fiables entre les mains. Alors quels vont être ces outils finalement? C'est quoi? C'est des affiches, des livrets Alors en effet, c'est une grande affiche. Pour l'instant, notre premier kit qu'on a construit, c'est un kit qui est sur l'anatomie, sur le système reproducteur féminin. Donc avec une grande affiche, avec des schémas anatomiques en 2D, en 3D, et du vocabulaire qui est mis dessus, avec une petite BD pour que ça donne envie de se plonger dans l'affiche. Après, on a un livret de jeu qui est pliable et qui, du coup, permet de jouer sur ces sujets-là. Et après, on a un support pédagogique recto verso qui reprend ces informations, qui permet de jouer. Alors, dans une société, j'ai envie de dire, qui tend au tout IA, au numérique, pourquoi avoir voulu revenir finalement sur le jeu et aussi sur le format, par exemple, de la BD pour intéresser les gens, plutôt que s'adresser sur des plateformes numériques et de passer que par ce biais-là? L'idée, c'était de pouvoir manipuler, d'avoir un support à pouvoir montrer, que ce soit pour les professionnels de santé, pour les enseignants, pour pouvoir ouvrir le dialogue justement et sortir des écrans pour pouvoir jouer et du coup libérer la parole par le jeu. Mais je crois que vous avez quand même un projet de développer une plateforme numérique autour de Playover. Alors l'idée, c'est vraiment qu'après on puisse, aujourd'hui on a un site, mais on voudrait pouvoir relier en effet les affiches et les supports à quelque chose de numérique derrière pour pouvoir approfondir ces sujets-là pour les personnes qui pourraient vouloir avoir de l'information là-dessus. Alors, vous venez de publier justement avec Playover un premier baromètre et un chiffre m'a particulièrement interpellée. 90% des professionnels de santé jugent leurs patientes mal informées en termes de menstruation, quand 42% des patientes pensent, elles, être bien informées. Alors, comment est-ce qu'on explique finalement ce décalage entre la perception et la réalité ? Alors, en fait, les professionnels de santé, on s'est basé sur une enquête terrain qu'on a faite pendant l'été auprès des patientes et des professionnels de santé. Et les professionnels de santé se rendent compte que 80% de leurs patientes n'ont pas accès à de l'information facile et ça ne leur permet pas de s'exprimer correctement parce qu'elles vont manquer de vocabulaire, elles ne vont pas savoir situer où est leur douleur quand elles en ont une, etc. Et pourquoi il y a une telle différence? C'est que souvent, les patientes, elles n'ont pas conscience qu'elles n'ont pas accès à la connaissance, une méconnaissance de l'information, et elles pensent savoir être suffisamment éclairées sur ce sujet-là, et elles n'ont pas forcément conscience qu'elles ne le sont pas. Bon, on va continuer à parler de tabous, de manque d'éducation et surtout de nouvelles approches ludiques. Ça va être le cas dans la seconde partie du talk, mais d'abord on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.自从修的电路啊。坐好，我给你拿出一些试试。
all this buildings down there. He wants to change that color right pink. there. You ready? I want blue. Do blue. What? This blue? Green. Different blue? You want green? I got you. Oh no, son. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée, Séverine Krieger, cofondatrice de Playover et également éducatrice menstruelle, avec qui on va continuer à parler justement de menstruation. C'est tout de suite après la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, l'IA ne cesse de repousser les limites en matière de création, ça on le sait, et le milieu de la mode est particulièrement friand. Preuve en est, son utilisation intervient de plus en plus souvent, et ce, dès la conception et le design de nos habits de demain. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tenue de Rihanna qui avait fait grand bruit au Met Gala de 2024, soit crème, collerette XXL, version branchage et plumage trend qui se transforme en parterre végétal. Mais voilà, breaking news, Rihanna n'était pas au Met Gala cette année et la robe était une création IA d'un artiste italien, mais pour autant, elle était un peu comme les fiançailles précédant le mariage entre IA et stylisme, consommée aujourd'hui, et ce dès l'enseignement supérieur. On ne compte plus dans les écoles de mode les formations mêlant créativité et IA, algorithme et stylisme. Est-ce qu'il y a des figures marquantes qui ont émergé dans ce domaine ? Plusieurs créateurs qui viennent de la mode purement digitale. On peut citer notamment Lulu Li, figure phare de la tech créative en Chine. Cette artiste, elle s'était fait connaître avec ses maquillages de dentelle numérique et ses architectures baroques à porter. Et grâce à ça, eh bien, elle a su séduire la marque de prêt-à-porter Moncler. La maison italienne de la mode outdoor avait lancé à la Shanghai Fashion Week en 2024, eh bien, des versions haute couture augmentées, assez mythiques doudounes. Le résultat, c'était mi-nouvelle tech, mi-kimono. Et pour moi, je trouvais ça un peu ébouriffant. Et les créateurs de mode physique, finalement, qu'est-ce qu'ils en disent ? Comment ils réagissent ? Eh bien, la frange expérimentale, notamment de la mode, s'en donne à cœur joie. Prenez la créatrice Iris van Herpen, qui avait habillé des têtes couronnées, comme la reine Maxima des Pays-Bas, quand elle était venue à Paris. Elle utilise l'IA pour aller plus loin et analyser des flux immatériels comme l'air ou comme l'eau, qui vont ensuite donner naissance à ces formes évolutives du vêtement. Et on sent ici une nouvelle esthétique qui est propre aux nouvelles technologies, qui explore donc l'impossible, qui démultiplie la structure du vêtement et qui développe un maximalisme où l'imaginaire ne connaît aucune limite. Alors on pourrait parler finalement d'artisanat algorithmique ? Absolument, on fait des choses qui étaient impossibles avant. Imaginez des jupes en gazard effiloché avec des épaulettes qui servent de vase pour de la mousse expansive, ou mieux, imaginez des biomatériaux vivants qui pousseraient littéralement à l'intérieur de boyaux, oui, pas facile à porter, mais réalisation incroyable de l'Israélienne Neri Oxman dans son labo de recherche au MIT dans le Massachusetts. En fait, on peut tout imaginer et on portera sans doute très bientôt des matériaux qui vont réagir au soleil, à la chaleur, à l'humidité, au froid, un peu comme le fait le corps biologique. Ce qui est paradoxal, c'est que plus la technologie est poussée, plus on se rapproche finalement du corps humain. Notamment côté sur-mesure. En téléchargeant par exemple des photos de soi sur certaines apps, on peut directement enregistrer ces mensurations pour acheter des habits 100% sur mesure à des prix bien moindres que chez votre tailleur londonien préféré. Et grâce à ça, réduire les renvois de tenues qui ne vous iraient pas pour des problèmes de coupe. Alors il y a donc un avantage écologique à l'utilisation des algorithmes. Alors oui et non, évidemment. Prenons par exemple celui du styliste Alexander Wang. Lui, il a dessiné ce qu'il a appelé ses Grifforia Stiletto. Ça a été un hit de son défilé printemps-été de cette année, sculpté entièrement en 3D, avec la promesse d'une mode zéro déchet. Et en effet, ça réduit les chutes de cuir ou les chutes de tissu. Mais il faut tout de même se prémunir et faire attention à ce qu'on pourrait appeler le green tech washing.
Parce qu'en fait, si on conjugue le milieu de la mode qui est responsable de près de 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et des nouvelles technologies ou des entreprises comme Google qui a vu rien qu'entre 2019 et 2023 son empreinte carbone doubler, eh bien, ça risque d'être loin de constituer une avancée sur le plan de la durabilité. Donc, n'oubliez pas, si demain vous achetez des vêtements algorithmiques, eh bien, de bien regarder la dépense énergétique qui peut se cacher derrière chacun de ces plis. Une belle métaphore et un bon rappel que derrière chaque innovation, il y a toujours un coût caché. Merci beaucoup Jeanne Dreyfus pour cette chronique. On va continuer à parler cette fois-ci de santé menstruelle. C'est tout de suite dans la seconde partie du talk. On l'a vu dans la première partie du talk, la santé menstruelle reste un sujet encore mal compris, faute à un manque d'éducation sur le sujet. Et c'est justement ce que veut changer Playover en rendant le sujet plus ludique, créatif et accessible à tous. Et ça, c'est ce que vous proposez, vous, Séverine Krieger. Alors, en première partie d'émission, on a pris une petite pause à un moment où on était en train de développer finalement votre baromètre Playover. Et j'aimerais qu'on continue à le faire, notamment vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 8 jeunes filles sur 10 qui expriment le fait que d'avoir leur menstruation à l'école, finalement, c'est une source de stress. Alors, comment est-ce qu'on fait pour endiguer finalement ce stress ? L'idée, c'est vraiment de leur transmettre de l'information pour qu'elles sachent un peu comment ça fonctionne, qu'elles aient moins de peur, moins d'appréhension et qu'elles n'appréhendent pas d'avoir leurs règles à l'école. Notamment les premières règles, ça peut générer un stress important chez les jeunes filles qui ne savent pas quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, etc. Donc c'est important d'aborder ce sujet avec elles à l'école, voilà, leur expliquer comment ça fonctionne, quelle quantité de sang on va perdre, etc. pour pouvoir être plus outillés sur ces sujets-là. Vous parlez des ignorances relatives au sujet des menstruations. Alors, quelles sont-elles ? Il y a de nombreuses ignorances comme que le sang des règles est sale, quelle quantité de sang je vais perdre. Souvent, on a l'impression qu'on va perdre un bol et finalement, c'est l'équivalent d'une tasse à café sur un cycle menstruel. Voilà, je ne peux pas faire du sport pendant que j'ai mes règles, je ne peux pas aller à la piscine. Voilà, c'est vraiment plein de croyances qui sont encore présentes et c'est important d'en parler. Et les premières règles, on le sait, donc arrivent à peu près aux alentours de 12 ans, avec leur lot d'inconvénients, bien évidemment, comme le fait, par exemple, d'avoir la peur de se tacher, vous le disiez à l'instant, mais aussi peut-être d'être déconcentré en cours à cause de potentielles douleurs, ou même voire de manquer les cours. Ça arrive à certaines jeunes filles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que l'école, elle est assez outillée pour les accompagner, ces jeunes filles, justement, dans leur cycle, ou est-ce que finalement, elles restent peut-être trop à distance du sujet ? C'est important de leur proposer aussi des solutions à l'école. Ça peut être aussi, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de distributeurs de protection périodique menstruelle à l'école, dans les infirmeries, etc. Mais ça peut être aussi leur proposer juste des mouvements, peut-être même des ballons pour pouvoir se mobiliser, supporter plus facilement la position assise pendant longtemps. Peut-être même des outils ou des gestes et des postures à prendre pendant les récréations. Pouvoir aller aux toilettes aussi plus facilement, de manière sécurisée, avoir accès à du papier toilette, de pouvoir accès à peut-être de l'eau et du savon dans les toilettes. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc, Malheureusement, oui. Je pense qu'on a toutes des souvenirs à un moment donné d'avoir été mises en difficulté. Quel risque finalement à ne pas parler de ces sujets dès le plus jeune âge pour les jeunes filles ? Alors, le risque, c'est qu'il y a des jeunes filles qui, encore aujourd'hui, le jour où elles ont leurs premières règles, ne savent pas ce qui leur arrive, peuvent penser qu'elles sont blessées ou qu'elles se vident de leur sang, etc. Il y a encore ces choses-là qui arrivent, et quand ça arrive à l'école et qu'on n'en a pas parlé avant au préalable, eh bien ça peut les mettre en difficulté, en stress, pour de mauvaises raisons. Vous pensez qu'un jour on n'aura plus honte si on a une tache de sang liée aux règles ? J'aimerais tellement. Aujourd'hui, on n'a pas de honte quand on se tache parce qu'on va jouer dans l'herbe et on va jouer au foot. Je pense qu'en parler, c'est vraiment rendre ce sujet accessible à tous et
et qu'il n'y ait pas de tabou là-dessus. Et puis j'imagine aussi que sur le fait d'en parler, il y a quand même des notions de santé. Je pense par exemple aux jeunes filles qui sont touchées par l'endométriose. Ça fait partie des maladies qui sont liées au cycle menstruel. Et j'imagine qu'effectivement, si on ne sait pas mettre les mots dès le début sur ce que sont supposées finalement être les règles, sur ce qu'on est censé ressentir, ça pose aussi des problèmes au niveau de la santé. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a encore cette croyance que les règles, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Or, ce n'est pas normal. Donc, de pouvoir identifier une douleur, l'échelle de la douleur, etc., ça permet d'accompagner plus facilement les jeunes filles quand elles sont face à des maladies comme ça, et que ça permet aussi de poser un diagnostic et les accompagner plus facilement. J'ai 2 questions, moi. Donc, en quoi l'endométriose est liée aux règles? Et est-ce que si on a mal, c'est forcément un symptôme et il faut aller consulter? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Le fait d'avoir mal, c'est pas censé être normal. Donc oui, c'est pas forcément qu'il y a une pathologie ou une maladie derrière. C'est que peut-être que la personne a besoin de se mobiliser parce que ça peut être lié physiquement à des adhérences ou elles sont restées trop longtemps assises à l'école. Ça peut être un manque d'hydratation aussi. Ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être un signe qu'il y a quelque chose de plus profond, mais pas forcément. Le nombre de pathologies qui sont liées au cycle menstruel, c'est pas la cause la plus classique et normale des douleurs, mais en tout cas, c'est un signal d'alerte du corps. Des règles normales, ça doit être un tiraillement, quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, puisque l'utérus va se contracter pour pouvoir évacuer le sang des règles, mais ça ne doit pas être une douleur. Une douleur, c'est quelque chose qui empêche... Qui oblige un changement de comportement au quotidien. Or, les règles, ça peut être un inconfort, mais pas une douleur normalement. En tout cas, ça doit être un signal d'alerte du corps. Eh bien écoutez, il est déjà temps finalement de rendre l'antenne, de refermer cette émission. Merci beaucoup Séverine Krieger d'être venue nous parler de Play Over, donc ce kit ludique et pédagogique qui vise à mieux informer sur la santé menstruelle et qui, je le rappelle, est en campagne de financement participatif depuis le 7 novembre. Un projet qui, espérons-le, contribuera à changer les règles du jeu. Et oui, j'avais préparé ce jeu de mots. Merci beaucoup aussi à Jeanne Dreyfus pour sa chronique. Merci aux équipes en régie, à Édouard Deneux d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.